Se mettre à boire. Je vais enregistrer. L'écran est déjà partagé. On va élever nos pensées justement vers Dieu notre Père, dont qu'on vient d'évoquer, intelligence suprême, cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits et guides spirituels qui nous envoient pour nous assister, ce qui demande de nous juste que nous fassions l'effort d'élever nos pensées par la prière, par l'étude, par la pratique de la charité, pour nous rapprocher d'eux et ainsi mieux pouvoir capter leurs conseils par l'intuition, par l'inspiration. Et c'est pour ça que nous les remercions d'être réunis aujourd'hui pour ce cours. On va parler de la loi de liberté, que nous puissions bien comprendre cette loi, c'est les limites de la liberté notamment, la graver dans notre cœur, la mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et que ces enseignements puissent également être utiles et bénéfiques pour les esprits qui pourraient être avec nous ce jour. Voilà. Donc, la loi de liberté, on est le 18 juin. Bon, alors, faut que je fasse le programme pour la rentrée. Hein. Je vais le faire, je pense, assez rapidement. C'est naturellement la suite. Hein. Si vous avez déjà le cours, vous verrez les chapitres suivants. Donc, la loi de liberté, vous voyez, on l'a divisée en 2 modules. Le premier qu'on va voir aujourd'hui, c'est la liberté de pensée, de conscience, le libre arbitre et la responsabilité. Hein. On va voir où est-ce qu'on ces différentes composantes de la liberté. Et la semaine prochaine, donc, on verra la fatalité, le principe de l'action et de la réaction. D'accord? Alors, liberté de pensée, liberté de conscience, libre arbitre et responsabilité. Alors, on va voir comment toutes ces notions sont liées. D'accord? La liberté, on va expliquer la liberté dans les rapports humains. Donc, montrer que voilà, la liberté de notre liberté n'est pas absolue. Hein, elle s'arrête là où elle empiète celle de son prochain, puisqu'on vit en société. Hein. Et si on ne respecte pas la liberté du prochain, le prochain ne respecte pas non plus la nôtre, et du coup, on n'est plus libre. Donc là, on comprend tout de suite que le fait de vivre en société apporte en quelque sorte des contraintes à la liberté, hein, que la liberté n'est pas totale dans les rapports humains. Par contre, donc, quand on parle de la liberté de pensée et de la liberté de conscience, là, comme ça nous concerne que nous individuellement, la liberté, elle est totale. Hein, c'est là où on est vraiment libre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'accord? La liberté de conscience, pareil, hein, chacun a sa conscience et la suit, hein, même si au niveau de la conscience, elle est plus ou moins présente en nous. Hein. Il y a des gens qui sont inconscients, comme j'en ai déjà parlé, d'autres, des gens qui n'écoutent jamais la voix de leur conscience, et d'autres qui, par contre, l'écoutent, et donc, ça aussi, ça c'est une des composantes de la liberté. On va définir le libre arbitre. Libre arbitre qui est quand même une fonctionnalité, enfin, c'est quand même un attribut fondamental de l'être humain. C'est ce qui nous distingue essentiellement des machines ou des animaux, hein, qui, eux, n'ont pas le libre arbitre au même titre que les humains. Et le dernier point, donc, c'est établir le rapport entre le libre arbitre et la responsabilité. On verra qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais cette liberté, entre guillemets, a un prix, c'est-à-dire que si on est libre de faire ce qu'on veut, on est aussi responsable de ce qu'on aura décidé librement. D'accord? Donc, le libre arbitre va forcément avec la notion de responsabilité. La machine ou les animaux n'ont pas le même degré de responsabilité que l'humain, hein, puisqu'ils n'ont pas le même degré de liberté. D'accord? Alors, voyons les notions de base. Donc, cette loi de liberté, elle est traitée essentiellement dans le livre 3e du livre des esprits, les lois morales, hein, comme toutes les questions qu'on voit en ce moment. Et donc, entre autres, vous avez la question 826.
où les esprits nous disent ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que la liberté dans les rapports humains est relative, car dès qu'il y a deux hommes ensemble, ils ont des droits à respecter et non par conséquent plus de liberté absolue. D'accord? Donc, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle du prochain. Après, on parlait aussi d'autres. Il y a un autre aspect à cela, hein, c'est donc quand on voit les différents conflits qui existent dans le monde, hein, ce sont des conflits dont l'origine est essentiellement l'égoïsme chez l'être humain. Et cet égoïsme pousse certains êtres à vouloir dominer les autres, alors que ce soit dans des pays avec des régimes autocratiques ou totalitaires, hein, comme les anciens pays communistes comme la Russie ou la Chine, ou que ce soit une autorité plutôt de type religieux, comme par exemple l'Iran ou l'Arabie saoudite. Hein. Là aussi, hein, donc dans ces pays avec ces régimes autoritaires, le degré de liberté n'est pas le même. D'accord? On n'est pas aussi libre que ce qu'on voudrait. Et beaucoup de guerres, comme le disait Léon Denis, ont justement pour origine ce fait. Hein. Revenez en France il y a 2 siècles et demi, hein, avant la Révolution française. Hein. Donc, soit on était paysan, on travaillait, on payait l'impôt, etc. Hein, soit on était noble et on profitait de tout. Hein. Et donc, il y avait aussi le diktat des systèmes des religions traditionnelles. D'accord? Donc, on était aussi, en France, on vivait dans un système euh, donc autoritaire. D'accord? Et la Révolution française, c'était pour liberté, égalité, fraternité. Donc, vous voyez, le premier mot, c'est justement le mot liberté dont on parle. Hein. C'était pour se défaire de ce régime autoritaire et pour gagner plus de liberté. D'accord? Personne n'aime marcher à la trique. Hein. Personne, tous ces systèmes autoritaires qui sont injustes, qui prennent souvent des décisions arbitraires, comme celle, par exemple, de faire une guerre et de mobiliser les gens, avec plein de jeunes gens qui partent et qui meurent dans les conflits et tout. Bon, voilà, c'est au nom de ci, au nom de ça. Hein. La difficulté aujourd'hui, c'est que avec les moyens de communication, hein, par rapport à ce qu'il y avait dans le temps, c'est beaucoup plus facile de manipuler les personnes, hein, de les formater, entre guillemets, dès le berceau, quoi, hein, avec des idéologies et tout ça, ce qui fait que, c'est là, un autre exemple, c'est la Corée du Nord. Hein. Mettez-vous dans la peau d'un Coréen du Nord pour qui Dieu, c'est Kim Il-un, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein, c'est difficile, comment dire, même d'avoir accès à des informations différentes, à ces notions de liberté. Et donc, c'est pour ça que, en fait, dans des régimes comme ça qui viennent depuis des générations, très difficile de trouver des personnes qui résistent à cette pression, hein, cette influence depuis le berceau et qui se rebellent contre le système. C'est pour ça que je disais, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, hein, paradoxalement, de sortir de tous ces systèmes, hein, parce que, comment dire, la pression, elle est encore beaucoup plus forte qu'avant. D'accord? Avant, c'était la pression par la menace, etc. Aujourd'hui, non, il y a tout un formatage qui a été fait, qui fait que les personnes connaissant difficilement autre chose restent restent dans ce genre de système et ne se posent pas de questions. Hein. Mais ce qui compense un petit peu cette sophistication au niveau de l'autorité et de la manipulation, c'est le développement de l'intelligence. Hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on se réincarne, notre intelligence évolue. Et donc, même en étant formaté, on finit quand même par réfléchir, enfin certains du moins, et se rendre compte que ces systèmes-là sont tout à fait sans fondement et profondément injustes. Alors, Daniel? Oui, sur le comment résister, quand j'ai lu cette phrase que je ne connaissais pas, dès qu'il y a deux hommes ensemble, ça m'a fait penser à une autre phrase. Alors, je ne sais pas
si elle sort du spiritisme ou pas, ou si elle est exacte, mais c'est que dès qu'il y a deux hommes ensemble, Jésus vient. Et je me dis Oui, que voilà un autre moyen, au-delà de l'intelligence, de pouvoir résister, c'est justement sa présence, son enseignement, et puis effectivement s'appuyer sur les lois morales. Comme quoi on a une aide dès le moment où on est deux, où on peut vouloir juger l'autre ou faire entendre sa parole comme la vérité. Ben voilà, on a aussi l'enseignement de Jésus qui vient nous aider à fraterniser. je pense que tu fais allusion à la phrase qui dit, dès que deux ou plusieurs personnes se réunissent ensemble pour prier, je serai parmi elles, ou quelque chose Oui, comme c'est celle-là que j'ai entendue une fois, ça. oui. Ben oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'inspiration des esprits. Donc, ça fait partie de l'évolution de l'intelligence de l'être humain. On comprend mieux les choses petit à petit. On garde plus les intuitions parce que celui qui se réincarne ou celui ou celle qui se réincarne en Corée du Nord, comme on l'a vu dans la programmation de la réincarnation dans un cours antérieur, ben souvent, il a choisi de venir se réincarner dans ce pays-là. Donc, quand il était dans le monde des esprits, hein, il n'était pas forcément soumis au même régime. Donc, il a vu, il a entendu, il a compris d'autres choses et il garde en lui quand même quelques idées innées, ce sentiment de justice et d'autres, hein, dès qu'il, comment dire, qui pourra s'activer dès qu'il commencera un peu à réfléchir. Voilà. Antoine? Oui, moi, c'est juste pour confirmer ce que tu as dit. Enfin, ici, en tout cas en Occident, la manipulation, elle est pas sous une baguette ou une autorité violente physique, mais par contre, une violence psychologique où on se torture l'esprit à partir du moment où on est formaté, comme tu dis, depuis l'enfance. C'est vraiment, il faut parfois des décennies avant d'avoir cette intelligence, de comprendre en fait, on est sous l'emprise d'hommes avec leurs idéaux, leur interprétation qui n'est pas du tout divine, mais humaine. Et c'est très, très difficile de se reconstruire après des décennies comme ça où on a été manipulé. C'est vraiment très, très difficile. Moi, il m'a fallu, je pense, 35 ou 40 ans avant d'enfin, parce que je faisais des sorties, mais chaque fois quelque chose faisait en sorte que je revienne vers eux, un moment de solitude, un moment de déprime, un moment. Alors, je revenais vers cette secte. Et finalement, aujourd'hui, mais grâce au spiritisme surtout, je comprends mais des choses. C'est indicible, quoi. C'est vraiment fantastique. Grâce au spiritisme, je me suis vraiment enfin sorti de toutes ces croyances qui t'empêchent finalement de t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus divin, plus spirituel. C'est magnifique. Merci, quoi. Mais de rien, effectivement, c'est vrai que les plus grandes manipulations, les plus grandes privations de liberté, pour faire le lien avec le cours d'aujourd'hui, proviennent de tout ce qu'on a subi dans les différents systèmes religieux pendant des millénaires et qui existent encore aujourd'hui sous d'autres formes, hein. C'est vrai que il y a les témoins de Jéhovah. J'ai connu une autre personne, hein, qui était témoin de Jéhovah qui en est sorti. Dans cette sortie, en fait, il a là aussi souffert des pressions terribles, hein. Il a perdu sa famille déjà, qui est restée, etc. Enfin, c'était pas facile, hein. C'est vrai que c'est un peu une des caractéristiques de ces systèmes-là, c'est que tant que tu es dedans et que tu es le bon élève, tout va bien. Mais dès que tu essayes d'en sortir, ben, il y a tout de suite de la diabolisation et des pressions terribles, Oui, affreux. hein, les grosses menaces, hein. Mhm. Et puis aujourd'hui aussi au niveau sécuritaire, hein, parce que quand on voit les points communs de tous ces régimes-là, hein, que ce soit en Russie ou en Iran,
c'est la police, les gens qui s'occupent de la répression, qui sont payés 2 ou 3 fois plus que n'importe qui d'autre, quoi. Hein, et donc ces gens-là, comme ils gagnent beaucoup d'argent, ben, ils n'hésitent pas à taper sur leurs frères s'ils sortent du rang, quoi. C'est très, très difficile. Mais bon, faut garder espoir. Hein. Et des fois, Ah moi, je me oui. pose la question. Et mon guide, il me dit, t'inquiète pas, ça passera, tout passe. C'est passé en France, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça passera aussi ailleurs et on ira vers ce monde de régénération. Mm. Fabrice? Oui, Charles, c'est juste pour te dire qu'il y a Géraud qui veut entrer. Géraud? Oui, il a envoyé un message. Ah, parce que je ne le vois pas dans la salle d'attente. Il veut le lien. Il demande le lien pour entrer. D'accord. Il le demande sur Skype, c'est ça? Oui, sur le ESP2 dimanche, là. Je ne suis pas dans Skype, là, je suis dans WhatsApp. Avec tous ces systèmes, c'est vrai. Bonjour, le lien Zoom. Alors, participant. Copier le lien. Coller. Voilà. C'est parti. Merci, Fabrice. Voilà donc pour ce qui est de la liberté. Hein. Donc, la liberté, elle n'est pas totale du moins sur la terre, dès qu'on vit en société. Elle s'arrête là où elle empiète celle de son prochain. D'accord? Après, deuxième chose, y a-t-il en l'homme quelque chose qui échappe à toute contrainte et pour laquelle il jouisse d'une liberté absolue? Donc, on a vu que la liberté, ben, elle est relative. Et Kardec demande, est-ce qu'il y a quelque chose où elle est absolue? Réponse, c'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite, car elle ne connaît pas d'entrave. On peut en arrêter l'essor, mais non l'anéantir. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette liberté de penser, ça me rappelle la chanson de, comment il s'appelle? Laurent Perrier. Voilà, ma liberté de penser. Bon, c'était une chanson qu'il faisait parce qu'il a été chopé quand même la main dans le sac par le fisc. Hein. D'accord. Bon, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et puis, donc, il a fondamentalement raison dans ce sens. Mais maintenant, même, je vous dis, avec toutes ces manipulations et tout, justement, ben, les dictateurs essayent d'enfreindre même cette liberté de penser. D'accord? Les manipulations, elles vont jusque-là. Mais voilà, on a la personne qui ne se laisse pas faire, hein, même de façon non violente, peut toujours résister et penser ce qu'elle veut malgré ce qu'on lui demande de penser. Hein. C'est pas facile, c'est vrai, mais on la garde quand même, cette liberté, d'accord? Et après, il pose justement la question entre... oui, Vincent? Nous sommes dans des mondes où nous choisissons nos aliénations, c'est-à-dire qu'on choisit, on n'est jamais libre, Charles. Parce que quand on est dans une famille, on est dans un contexte et on choisit juste ses aliénations, quoi. Ces contraintes, on n'est pas libre de ne pas travailler, on n'est pas libre de... Voilà, on choisit juste d'être marginal ou pas. Oui, mais même ça, si tu veux, on l'a choisi librement. Hein? Puisque avant de se réincarner, on a choisi notre famille, on a choisi de venir sur la Terre où il savait qu'il fallait travailler. Jusqu'où? On sait aussi que le travail, ça nous aide à évoluer. Enfin, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on a accepté toute une série d'épreuves qui justement nous aident à avancer, tu vois. Il y Et a des alors gens... ça, on y viendra un peu Ouais. dans le cours, dans la semaine prochaine, quand on parle de la fatalité, la loi de cause à effet, tu vois. On choisit ses aliénations. Par exemple, si on est marginal, on choisit de souffrir quelque part et on peut très bien s'identifier à sa souffrance et se victimiser. Dire, voilà, je suis une victime du système. Mhm. Et j'en connais Oui. beaucoup chez les jeunes, par exemple, qui se sentent victimes du système, qui se victimisent. Alors, leur souffrance, ils n'en font pas quelque chose de constructif, ils en font quelque chose qui est destructeur. C'est vrai, mais comment dire, beaucoup de personnes qui se placent en victime, en fait, se placent en victime pour chercher à se déresponsabiliser de quelque chose qui, in fine, est de leur responsabilité. Tu vois, la victimisation, c'est un mécanisme de fuite.
faut se méfier, Charles. On est très conditionné par nos contextes familial, éducatifs, scolaires, tout ce qui est notre contexte de vie. On s'en rend pas compte. On est le genre de grenouille dans une bouilloire et puis on a plus ou moins chaud. Il faut se mettre dans la peau de chacun. C'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je dis les techniques de manipulation qu'on a aujourd'hui, tous les médias, les messages subliminaux et autres, cherchent justement à rentrer dans cette liberté de penser. D'accord? Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de perversions, hein. Parmi les gens qui ont des responsabilités, il y a beaucoup de gens qui sont pervers, hein. Narcissiques ou pas, mais pervers, sûr. Et il y a aussi un aspect spirituel à ça, hein. C'est-à-dire que par ce genre de pensée, on attire des esprits qui sont en affinité avec ce genre de pensée, et donc et qui vont nous amplifier, hein, le problème. On rentre dans un cercle vicieux, hein. Il y a aussi ça. Mais bon, tu vois, les esprits là sont clairs. On dit que on a une liberté de penser sans limite, parce que même ces personnes-là ont le droit de penser à se victimiser, ont le droit de penser à des choses perverses, ont le droit de penser à de bonnes choses. Chacun a vraiment le droit de penser ce qu'il veut, hein. On comprend que c'est dans ce domaine-là que la liberté, effectivement, alors sans limite, comme il dit, hein, Tu puisque... as le droit de penser ce que tu veux, Charles, quand tu es dans une famille pauvre, ouvrière, où chacun souffre de la vie au quotidien, ou si tu nais dans une famille riche, où il y a une émancipation culturelle, où il y a une ouverture à la vie. On n'est pas tous égaux, hein. Mais c'est vrai, mais enfin, moi j'ai la chance d'être dans un milieu socio-culturel très modeste, quoi, hein. D'autres sont nés dans des châteaux, hein. J'en ai connu beaucoup au fur et à mesure que j'ai avancé dans les études. Mais c'est là où on se rend compte que c'est vrai que nous, on a peut-être souffert d'un certain nombre de limites, hein, au niveau matériel surtout, au niveau culturel aussi, au niveau de l'éducation ou autre. Mais ces personnes-là qui, au contraire, sont nées dans des milieux favorisés, eux aussi, si tu veux, ont des limites, hein. Il y a beaucoup de choses qu'ils considèrent acquises et qui ne le sont pas. Ça fait partie des circonstances donc, qu'on subit, hein, qu'on a choisi nous-mêmes, hein, dans cette vie, dans cette incarnation. Parce que si je ne suis né dans le milieu où je suis né, c'est moi qui l'ai choisi, hein. Si j'avais choisi de naître dans un milieu aisé, intellectuellement élevé, c'était mon choix au départ, ça, hein. D'accord? Mais je connais des gens, Charles, qui passent leur vie en étant nés dans des milieux ouvriers à rêver de briller et d'être, par exemple, d'avoir eu, plutôt que d'avoir eu un accordéon, de rêver d'avoir un piano. Puis quand ils ont un piano, ça suffit pas. Il y a des gens pour qui c'est jamais suffisant, Ben oui. hein. Celui Voilà. qui est riche, c'est celui qui se satisfait de ce qu'il a. Eh oui. Alors que celui qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a, et il peut avoir tout ce qu'il veut, il sera jamais satisfait. Tu vois? Mais ça vient de l'évolution de l'esprit, hein. Ce sont les imperfections contre lesquelles il doit encore travailler, hein, pour les améliorer. Mais j'ai connu des gens, par exemple, qui, qui sortaient de milieux, oui, pauvres, quoi, et puis qui ont eu des postes de responsabilité, mais qui ne se sont jamais sentis légitimes dans leur position sociale. Des gens qui étaient directeurs de rédaction dans des journaux importants et qui se sentaient comme un usurpateur, qui se sentaient comme pas légitimes à leur place. Mhm. Et dans différents milieux, ça peut être aussi bien un comptable qui devient, je sais pas, ou un intendant ou autre chose et qui se sent pas légitime et qui l'explique à tout le monde et il se rend même pas compte. Il se rend Mhm. même pas compte qu'il explique à tout le monde qu'il se sent pas légitime. Et puis il enquiquine tout le monde avec ça parce qu'il a besoin de rabaisser les autres pour se sentir légitime. Et ça, il fait souffrir aussi les autres du coup. Et Mais comment dire, s'il fait ça, il le fait en accord avec sa liberté, d'accord? S'il veut pas le faire, il le fera pas. Non, non, je crois pas. Il n'est pas conscient de ça, Charles. Il n'est pas conscient du fait qu'il se sent pas légitime. Il l'explique à tout le monde, mais il le voit pas.
Alors c'est vrai, le pervers narcissique, il ne voit pas non plus, il est aveuglé par son égoïsme, comme on dit. Hein. Mais s'il est égoïste, c'est parce que son esprit a encore ce défaut-là, qu'il n'a pas encore assez travaillé. Et donc les différents travers dans lesquels il peut tomber sont justement là pour l'aider à mieux comprendre ça et à mieux se rendre compte de son égoïsme. Et puis, petit à petit, pouvoir travailler contre. Il faut passer par la misère pour pouvoir lever. Ouais. Ça, on tombe un peu dans la psychologie, c'est vrai. Mais, comment dire, chacun est quand même libre de penser ce qu'il veut. D'accord? Ça, c'est. Même le pervers narcissique, il aura certains automatismes, certains travers psychologiques et autres. Hein. Mais, in fine, ça dépend que de lui, ce travers psychologique. C'est une propriété de son esprit à lui. Donc, il garde cette liberté d'avancer ou de pas, ou de faire quelque chose contre ou pas, etc. D'accord? Alors, quelle est la différence entre la liberté de conscience et la liberté de pensée? Est-ce que la liberté de conscience est une conséquence de la liberté de penser? Et les esprits disent en gros oui, hein, puisque la conscience est une pensée intime qui appartient à l'homme, comme toutes les autres pensées. Donc, la liberté de penser et la liberté de conscience sont, comme ils disent, sans limite, hein, sont beaucoup plus grandes que la liberté qu'on peut avoir dans la vie quand on vit en société. D'accord? On peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. En gros, c'est ça. Ouais. Et la liberté de conscience, d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience, il y a des choses qu'une personne lui donnera mauvaise conscience, une autre personne, ça ne fera rien sur sa conscience. D'accord? Mais tout ça, encore une fois, ça appartient, c'est vraiment une des caractéristiques fondamentales de l'évolution de l'esprit de lui-même. D'accord? Tout comme, si on revient à l'homme préhistorique, hein, il avait aussi la liberté de penser, mais sa pensée était quand même assez rudimentaire, orientée vers les besoins essentiels de survie. Hein. Voilà, sorti à peine, entre guillemets, de l'animalité, comme on dit. Je ne suis pas d'accord avec toi, Charles. Je pense que les gens qui étaient, comme on dit, primitifs, étaient beaucoup plus tournés vers le spirituel que nous. Beaucoup plus. C'est possible, hein? Oui, c'est possible. Il y avait le culte des ancêtres, le culte des morts, existait déjà chez l'homme préhistorique. C'est vrai qu'il était moins influencé par les systèmes d'éducation ou par le paradigme de la société dans laquelle nous on vit aujourd'hui et qui nous influence, notamment dans le sens du matérialisme ou dans le sens du dogmatisme religieux. Ils étaient beaucoup plus en lien avec la nature que nous le sommes. Oui, beaucoup en lien avec la nature, avec les éléments. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils avaient un lien très fort à la nature qu'on a perdu. C'est vrai. Et qu'on est en train de reconquérir peu à peu. Stéphane? Oui, pour aller dans le sens de cette discussion, je suis d'accord avec ce que dit Vincent, et en même temps, je crois que c'est Herculano Pires, je ne sais plus exactement son nom, qui faisait la différence entre la médiumnité et le médiumnisme. Oui. C'est lui qui a avancé ce concept. Mais pour dire qu'en fait, les hommes primitifs avaient ce médiumnisme, où on a développé ça dans les civilisations antiques, d'une relation au monde spirituel, mais qui n'était pas guidée par un côté moral, en fait. Donc je pense que c'est quand même la différence avec aujourd'hui, quand même, par rapport à notre évolution actuelle et aux hommes préhistoriques. Oui, et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que la liberté se développe au fur et à mesure de notre évolution. C'est-à-dire, l'animal, comme je répète, n'est pas libre, il suit son instinct. Hein. Je vois mon chien quand je le promène, bon, c'est vrai qu'il est obéissant jusqu'à un certain point, mais quand on est en forêt et qu'il voit un lapin ou un chevreuil passer, tu peux crier et gosiller, il va courir après le chevreuil ou le lapin. Hein. Donc, le seul moyen, c'est de lui restreindre la liberté en le gardant attaché à la laisse, hein, parce que son instinct parle plus fort. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, hein, au fur et à mesure qu'on progresse, notre liberté, elle progresse aussi.
Et c'est vrai que surtout dans ces domaines-là, hein, la liberté de penser, la liberté de conscience, elle sera toujours relative aussi à notre niveau d'évolution. Voilà. Alors, le point suivant. L'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes? Réponse, puisqu'il a la liberté de penser, il a celle d'agir. Sans libre arbitre, l'homme serait une machine. J'aime bien cette réponse, elle est un peu caricaturale. Hein. C'est vrai que si on n'avait pas le libre arbitre, ben, on serait poussé à faire des choses machinalement, hein, un peu comme une machine. La machine, elle n'a pas de liberté. Ou alors, comme un animal, donc suivre un instinct. Hein. Non, on a toujours de la liberté de faire ou de ne pas faire, de croire ou de ne pas croire, d'agir dans le sens du bien ou d'agir dans le sens opposé. Donc, c'est la liberté, elle découle de la liberté de penser, d'accord? Alors là aussi, on peut se rendre compte qu'il y a des limites. Le prisonnier, est-ce qu'il a vraiment une liberté d'agir? Ben non, puisqu'il est dans sa cellule, sa liberté d'agir sera considérablement restreinte. Et pourquoi on le met en prison? Ben, c'est justement pour éviter qu'il reprenne une arme à faire des victimes ou des choses comme ça. D'accord? Donc on lui restreint sa liberté d'agir parce que il avait justement abusé de sa liberté et puis agi dans le sens de porter préjudice à d'autres personnes. D'accord? Donc après, bon, là je parle d'un cas, la prison, mais ensuite, bon, il y a beaucoup de formes aujourd'hui d'esclavage moderne, hein, des gens qui viennent, qu'on entasse dans des endroits, qui on pique leur passeport quand c'est dans des pays comme le nôtre, hein, ça existe aussi, et qu'on fait travailler à longueur de journée. Donc là aussi, hein, comment dire, la liberté. Il y a des gens qui interfèrent, hein, l'esclavage moderne, c'est aussi une forme donc de réduire cette liberté d'agir. Mais en théorie, hein, même la personne qui est venue se soumettre à un système comme ça, au début, bon, elle est venue peut-être poussée par des nécessités, mais elle est venue parce qu'elle a voulu venir, d'accord, ou elle a voulu rentrer dans ce système-là, d'accord. Et le libre arbitre, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui distingue l'humain de l'animal. Hein. C'est ce qui caractérise, comment dire, l'humain par rapport. L'exemple de la machine, en fait, il est très parlant, un peu caricatural aussi, hein, parce que les matérialistes qui disent que la conscience est le produit de notre cerveau, hein, en fait, quelque part, ils nient le libre arbitre. Ils disent, si on fait quelque chose, c'est parce que les réactions biochimiques qui se produisent dans notre cerveau nous poussent à faire cette chose. Et qu'est-ce qui contrôle ces réactions biochimiques dans le cerveau? Eh ben, ils disent, ben, c'est le déterminisme. Hein. C'est le déterminisme qui fait que les réactions se produisent d'une certaine façon, et puis ça nous amène, par exemple, dans le cas d'un criminel, à commettre un crime. D'accord? Donc, ce raisonnement-là, en fait, le fait de nous dire, comment dire, on n'a pas de libre arbitre, ça nous enlève aussi la responsabilité. D'accord? Puisque, pourquoi on enferme le criminel dans ce cas-là? Bon, pour éviter qu'il répète des crimes, certes, mais s'il n'est pas responsable, c'est pas de sa faute s'il est criminel, si c'est, comment dire, son cerveau, si la machine ne fonctionne pas, c'est un problème au niveau de la conception de la machine. Et qui c'est qui nous a créés, qui c'est qui nous a conçus? Ben, c'est la divinité. Donc, vous voyez, le matérialisme, d'ailleurs, nie la divinité. Hein, ou même il le nie justement par ce raisonnement-là qui consiste à dire, quand on voit toutes ces imperfections qui existent, eh ben, Dieu ne peut pas exister parce que s'il n'existait pas, s'il existait, ces imperfections n'auraient pas lieu. Voyez. Donc, on est vraiment dans un raisonnement qui est faux. Alors que le libre arbitre, lui, c'est un raisonnement qui est juste, qui montre qu'on a la liberté de nos actes, on a la liberté d'agir, mais on a aussi la responsabilité qui va avec. D'accord? Et c'est justement le point suivant, la liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation.
Son élévation, ça veut dire le progrès l'évolution de son esprit. Alors pourquoi? Parce que plus l'esprit est élevé, plus il comprend le bien et le mal, plus il comprend ce qu'il fait. La personne qui fait quelque chose de mal sans le savoir est forcément moins responsable que la personne qui fait quelque chose de mal en sachant très bien qu'il est en train de faire quelque chose de mal. D'accord? Bien qu'il sache que c'est mal, son libre arbitre fait qu'il le fait quand même. Donc celui-là aura forcément une responsabilité beaucoup plus élevée que celui qui fait le mal sans le savoir. Les deux vont effectivement passer vont subir les conséquences de ce qu'ils auront fait. Hein. C'est pas parce que dans le temps, je prends toujours le même exemple, mais pareil, c'est un peu caricatural. Je me souviens quand j'étais petit, mon oncle il me donnait 2 francs pour aller acheter un paquet de cigarettes. Donc à l'époque, les gens fumaient. L'effet de la cigarette était moins connu qu'aujourd'hui. On se doutait bien que ça faisait pas forcément du bien, hein, mais tous les mécanismes qui ont été élucidés dans le demi-siècle qui a passé entre deux font que la prise de conscience s'est faite. Donc, à l'époque, les gens fumaient, mais ils ont quand même attrapé le cancer du fumeur, et c'est ça qui a fait comprendre à la science que les effets, que c'était pas bien, voilà, que ça portait préjudice à la santé. Déjà aujourd'hui, c'est marqué noir sur blanc sur les paquets de cigarettes. Donc, voilà, même s'il y a des gens après qui souffrent de phénomènes de dépendance et tout, ils auront forcément moins de circonstances atténuantes, hein, puis ils auront plus de responsabilités en fumant en connaissance de cause que ceux qui fumaient dans le temps et qui ne savaient pas tous les effets du tabac. D'accord? Donc, c'est un exemple qui illustre le fait que la responsabilité augmente avec nos connaissances. Jésus avait dit, Dieu pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font quand il était sur la croix. Hein. Voilà, les gens étaient justement fanatisés, il y avait toutes ces, hein, c'était, je dirais, un peu la généralisation de ce qu'on voit encore aujourd'hui, avec des gens qui sont moins évolués et qui réfléchissaient encore moins. Hein. Et donc, Jésus les voyait comme des frères, et même s'ils ont préféré que ce soit Jésus qui soit mis sur la croix plutôt que Barabbas, Jésus leur a pardonné parce qu'ils comprenaient très bien que voilà, ils étaient dans un état de fanatisation et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. D'accord? Donc, ça c'est important à savoir. Plus on sait, plus on est responsable. Et c'est un peu un problème chez les spirites parce que nous, les spirites, est-ce qu'on pourra dire qu'on ne savait pas? C'est plus compliqué. Hein? On étudie les lois morales et tout. Alors, je ne veux pas vous effrayer. Le fait d'étudier les lois morales, c'est justement pour nous aider à avancer, à nous mettre, comment dire, en harmonie avec elles, hein, avec ces lois naturelles. Hein. Le but, il est là. Hein, c'est pas de chercher à culpabiliser tout. Et forcément, ce serait un non-sens de ne pas vouloir avancer, de ne pas vouloir nous élever, de ne pas vouloir parfaire nos connaissances, puisque c'est justement le but de l'incarnation. Hein. Donc, nous, spirites, on sait. Hein, et on sait peut-être même de façon plus détaillée que beaucoup d'autres personnes. Donc, le fait malgré ça, continuer à faire le mal, il faut toujours se mettre dans le jour où on arrive de l'autre côté, qu'on est face à notre conscience. Pourtant, tu le savais, pourquoi tu as continué à le faire? Et c'est nous-mêmes qui allons nous demander ça à nous-mêmes. D'accord? Voilà. Alors, Sandrine ou Stéphane? Oui, je lisais ce matin un passage de l'Évangile selon le spiritisme qui reprenait donc des paroles de Jésus qui disait « À celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup ». Oui. Ça résume effectivement cette idée. Oui, ça va dans le même sens. Ouais. Antoine? Oui, donc, en fait, c'est juste pour confirmer ce que tu dis et ce que je ressens vraiment par rapport au spiritisme et aux règles morales. Effectivement, elles sont les mêmes dans les religions, dans les sectes, machin. On enseigne quand même de bonnes choses, mais la différence avec le spiritisme, c'est qu'il n'y a pas de pression usante et destructrice. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On y arrivera peut-être la vie suivante.
Et le libre arbitre est vraiment, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, c'est un réel libre arbitre. Parce que dans d'autres groupes, on parle du libre arbitre, mais si tu ne choisis pas le bon truc, tu vas être détruit, tu vas aller en enfer, tu vas vivre des catastrophes. Et avec le spiritisme, il n'y a pas cette crainte d'enfer, de punition, c'est vraiment beaucoup plus agréable, beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible de suivre ces mêmes règles morales. Voilà, c'est ce que je Oui, ressens. tu touches un point là qui est tout à fait fondamental, hein, c'est que le spiritisme, on voit que la liberté fait partie de son enseignement. Donc, comment dire, il se doit de mettre en pratique et de respecter cette liberté. Dans les religions traditionnelles, il y a les dogmes religieux, hein, qu'on doit croire, même si on ne les comprend pas. Hein. Tu dois le croire. Pourquoi je dois le croire? Parce que c'est écrit, parce que le pape l'a dit, parce que, etc., parce que si, parce que ça. Donc, quelque part, on n'est pas libre de croire. On dit, tu dois le Exactement. croire. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'est l'hétéronomie. Ah D'accord? oui. Donc, c'est ça qui fait que dans ces systèmes religieux, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on subit depuis plus d'un millénaire, il n'y a pas cette liberté. Hein. On nous oblige à croire des choses avec le bâton, la carotte et le bâton. Hein, du genre, si tu le fais, tu iras au paradis, hein, c'est la carotte, et si tu ne le fais pas, tu iras en enfer, c'est le bâton. D'accord? Donc, tout ça, ça va dans le sens de l'hétéronomie, c'est-à-dire l'hétéronomie, c'est le mot qui signifie le contraire de l'autonomie. Et l'autonomie va justement dans le sens de la liberté. Et c'est comme c'est une caractéristique du spiritisme. Hein, je peux citer Léon Denis qui dit « Le spiritisme enseigne mais n'impose rien. Chacun reste libre de croire ou de ne pas croire. Hein. Le spiritisme ne dit pas crois d'abord et tu comprendras ensuite si tu le peux. Il dit comprends d'abord et tu croiras ensuite si tu le veux. La démarche, elle est différente. C'est une démarche qui est autonome. Et pourquoi? Parce que justement, comme la liberté, c'est une des lois morales, une des lois naturelles, on se doit de la respecter au sein même du mouvement spirituel. C'est pour ça que on a des difficultés dans les organisations spirites. Hein. Je suis en train de bouquiner le moniteur de la fédération Spirit et Magnétique belge, hein, pour voir un peu, je vais faire un article dans la revue Spirit, puisque la revue Spirit belge veut fusionner avec la revue Spirit. Hein, donc, je suis en train de faire un peu un historique. Et on se rend compte qu'en Belgique, ben, il y avait, on avait déjà, même en France, hein, d'ailleurs les Belges qui commandent sur la France, les Français qui commandent sur la Belgique, des problèmes parce que dans ces systèmes de fédération, il y a toujours des gens au personnalisme un peu fort, qui ont cherché à s'imposer. Et donc ça, ben, ça ne fonctionne pas dans le spiritisme, justement à cause de cette liberté. Si ça ne te convient pas, tu t'en vas, tu vas ailleurs. Tu vois. Et donc, tout système d'organisation du mouvement spirit ne peut fonctionner que s'il n'a pas une caractéristique de hiérarchie verticale d'autorité. Tu vois. La seule autorité qu'on admet au niveau du mouvement spirit, c'est cette autorité qui a fait un Jésus, cette autorité qui a fait un Kardec, c'était leur autorité morale. Hein. Pas le fait qu'ils cherchaient à s'imposer du tout, hein, mais le fait qu'ils ont fait tellement de choses et tellement de bien, et tellement écrit de bonnes choses, etc., que les gens les suivent naturellement. C'est ce fameux leadership naturel, l'autorité morale. Hein, mais tout ce qui est autorité, un gars qui vient ici par ambition, pour faire carrière, pour se faire des voyages internationaux, pour représenter, machin, eh ben, ça ne fonctionne pas. Hein. Et c'est intéressant parce que dans ces bouquins-là, je viens justement de lire qu'à l'époque, déjà, il y a des gens qui pensaient ça. On disait même qu'il ne fallait même pas faire de groupe. Alors bon, ça va peut-être un peu loin, mais c'est vrai que le problème des fédérations et toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est ça. Il y a toujours des ambitieux qui viennent prendre le contrôle et à chercher à imposer leur point de vue aux autres. Et immédiatement, bah, ça divise parce que justement, on a cette liberté dans le mouvement spirit d'aller là où on sent la meilleure affinité.
Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est la différence entre l'autonomie qui est celle qui correspond à cette liberté et l'hétéronomie qui était l'ancien système où tu dois faire ce que je te dis de faire. Tu vois, le spiritisme n'est pas comme ça. Hein, le spiritisme, il dit, voilà, maintenant tu réfléchis et puis tu suis ta liberté de penser, ta liberté de conscience. Hein. Mais Charles, même cette liberté est relative. Elle est relative dans la mesure où tu as besoin d'appartenir à un groupe. Tu as besoin d'être reconnu. En tout cas, dans le spiritisme, c'est quand même spécial. Tu peux Ouais. pas, par exemple, dans ta famille, en tout cas, dans ma famille, c'est difficile d'être entendu. Le spiritisme, c'est pour moi, dans ma famille, c'est des monstres, quoi. Donc, Pareil. si tu veux être entendu dans un groupe, bah, il faut quand même un minimum correspondre au dogme du groupe. Tu peux Oui, pas, t'es pas mais complètement libre. c'est vrai, mais c'est parce qu'on a une mission auprès de notre famille. Et si la famille ne partage pas les opinions spirites, effectivement, il faut trouver le juste équilibre. Et Hein. c'est la liberté émotionnelle qui est en jeu. C'est-à-dire que si tu as une capacité émotionnelle de te libérer du groupe, de dire, bon, émotionnellement, je n'ai pas besoin du groupe pour exister, tu peux le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui, comme moi, par exemple, se sentent prisonniers émotionnellement du groupe parce que j'ai besoin d'être reconnu dans cette croyance, dans un au-delà qui est reconnu dans le mouvement spirit. Mais autrement, ailleurs, c'est difficile. Alors, il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Alors, effectivement, moi, je suis passé par là aussi, hein, parce que quand j'ai commencé, il y avait des groupes, des fédérations, il y avait l'USFF en France, hein, que Joël avait bien connu. Et bon, voilà. Après, ben, ça a commencé, il a commencé juste parce que justement le dirigeant avait une autorité morale, comme on dit. Et ensuite, ben, avec l'âge et tout, forcément, la vivacité diminue et fait que ben, ça avait un petit peu dévié. Mais pendant longtemps, et pareil au Conseil Spirit International, il y avait un monsieur qui s'appelait Nestor Mazzotti, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui avait aussi cette autorité morale. Hein. Et donc, tant qu'il y avait ces personnes-là, c'est vrai que je me sentais confortable dans ces organismes-là. Et après, quand ces personnes-là, ben, soit ont vieilli, soit se sont désincarnées, hein, qu'il y a d'autres personnes qui sont venues, qui n'avaient pas cette autorité morale et qui cherchaient justement à imposer leur autorité, j'ai aussi eu une phase assez longue pour pouvoir me détacher de ce système d'organisation pour en arriver aujourd'hui à la constatation qui est de dire l'être humain n'est pas prêt pour ce genre de choses. Il y avait un Nestor Mazzotti, il y avait un Roger Pérez qui avait cette autorité morale, mais ce sont des exceptions. Hein. La plupart des fédérations, même si elles commencent bien comme ça avec une personne qui a de l'autorité, tôt ou tard, elles sont accaparées par des personnes qui n'ont pas cette autorité naturelle et qui cherchent à imposer leur point de vue et qui font que ben, l'institution, elle dévie complètement. Et hein, les situations comme en France, en ce moment, il y a 5 fédérations. En Belgique, il y en avait aussi. Enfin, voilà. L'être humain n'est pas encore assez évolué pour savoir se prémunir contre ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, c'est justement parce que, comme tu le disais, Vincent, beaucoup ont dit, quand j'ai dit les fédérations, ça ne sert à rien, beaucoup de gens me disent, ah oui, mais c'est quand même mieux, on se sent quand même plus en sécurité dans une fédération. Le besoin d'appartenir à un groupe qui fait que, in fine, les personnes acceptent des choses qu'elles ne devraient pas accepter, tu vois. Et je suis passé par là aussi, hein, mais aujourd'hui, je préfère les systèmes auto-organisés, sans hiérarchie. Voilà, les gens viennent s'ils veulent plus venir, ils ne viennent pas. Ils collaborent de façon spontanée, naturelle. On peut même s'organiser, par exemple, pour faire comme on a fait à Végimont l'autre jour, hein, pour ceux qui étaient là, pour essayer de faire quelque chose ensemble, hein, donc de créer des groupes de travail, mais surtout pas des organismes qui suivent les hiérarchies surannées dans le temps, qui sont hiérarchiques, où il y a un chef qui impose sa manière de voir aux autres. Et même dans les entreprises, ça fonctionne de moins en moins. Hein. On voit que
même dans les entreprises, le vrai leader, c'est celui qui est avec ses troupes pour atteindre l'objectif ensemble, et pas celui qui, du haut de distribue les récompenses, les primes et les punitions. Voilà, hein, tous ces modèles-là ont été complètement revus. La hiérarchie verticale ne fonctionne plus. Ce qu'il faut, c'est une hiérarchie horizontale, tout le monde sur un pied d'égalité. Alors, il y a Valérie qui avait la main levée. Oui, je voulais revenir sur ce qu'Antoine disait, où voilà, si on rate, c'est pas grave, on peut recommencer. Et je me dis, heureusement qu'on a plusieurs vies, parce que même en ayant une connaissance de la doctrine, en voulant se réformer, c'est pas toujours facile de se réformer. On a des choses ancrées au plus profond de nous qui sont très compliquées, je trouve. Il va certainement falloir plusieurs vies pour réussir à se changer, même si on sait que ce que l'on pense ou ce que l'on fait, c'est pas bien. Parfois, c'est tellement ancré que c'est très difficile de s'améliorer en une vie, quoi, en fait. Ben, c'est impossible. C'est pour ça qu'on en a plusieurs. Et puis quand on voit où on en est, nous, aujourd'hui, quand on voit tout le chemin qu'on a encore à parcourir, on sait très bien qu'on ne pourra pas le parcourir dans cette vie. Donc, il ne faut pas culpabiliser, il faut se dire, bon, j'y vais pas à pas, étape par étape, et voilà. C'est difficile parce qu'on se dit, on sait. Alors, donc, forcément, sachant que ça, c'est pas bien, voilà, ne pas y arriver, on se dit, bon sang, je le savais, donc je vais être forcément aussi plus dur avec moi-même le jour où je vais me juger moi-même, parce que je vais me dire, tu savais, tu l'as pas fait, donc c'est compliqué. Hein. Il y a ça, et après en disant, bon, je savais mais je n'ai pas fait, bon, bah, cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux, tu vois. Il y a toujours, faut pas rester dans la culpabilité. C'est-à-dire, la culpabilité nous bloque quelque part. Ça ne fait pas avancer. Exactement. Stéphane? Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, en fait. Le spiritisme, ce qu'il apporte, c'est une individualisation des parcours, du parcours, de notre parcours, et une responsabilisation, ce qui est vraiment plutôt à l'opposé de ce que les religions ou les dérivés sectaires traditionnels cherchent encore à imposer à travers la culpabilisation et la catégorisation de ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés, ceux qui seront entre deux, comme si on pouvait globaliser tout ça à coup de bâton, en fait, alors qu'en fait, c'est la responsabilisation qui nous fera agir, qui nous fait agir. Oui, il y a une pédagogie bienveillante, finalement. Exactement, exactement. Et ça fait partie de cette loi de liberté, quoi. Hein, parce que, comment dire, nous forcer à devenir parfait, ça ne fonctionne pas. Hein. Personne ne peut forcer quelqu'un à devenir meilleur. Il n'y a que chaque personne qui peut devenir meilleur ou pas. D'accord? Et c'est justement cette loi de liberté, c'est une des pierres fondamentales de la philosophie spirit et qui, justement, pose problème à tous ces systèmes autoritaires, hein, comme on a vu au début, ou ces systèmes qui soient politiques ou religieux, hein, parce que eux se basent justement, ils basent leur autorité sur en restreignant la liberté des gens. D'accord? Mais Dieu, c'est pas ce que Dieu il veut. Dieu, il veut qu'on aille librement vers lui, qu'on évolue librement vers lui. Il ne veut pas qu'on y aille de manière contrainte et forcée. Donc, il y a toute une série de lois qui nous font comprendre justement donc cette liberté, la loi d'action et de la réaction et tout, la loi de cause à effet, qui nous fait comprendre justement les lois naturelles et qui va nous pousser, nous, naturellement, à utiliser notre volonté et notre liberté dans le sens de notre évolution. Et même celui qui ne veut pas évoluer, il peut rester stationnaire pendant plusieurs vies, pendant des siècles, pendant des millénaires. Même dans l'évolution, on a une liberté. Celui qui... Hein, je me souviens d'une dame dans les conférences qui me disait toujours, moi, je ne veux pas me réincarner. Et on disait, mais pourtant, vous vous êtes réincarné, sinon vous ne seriez pas là. Peut-être, mais je ne veux plus me réincarner. C'est fini, je ne veux plus me réincarner. Bon, tôt ou tard, se rendra compte que le meilleur moyen d'avancer, c'est quand même de se réincarner
Mais ça pourra prendre des siècles, voire des millénaires avant qu'elle se dessine. Et c'est là encore où réside cette liberté. Daniel? Oui, c'est certainement une des raisons qui fait que pour nous encourager justement à nos multiples tentatives et expériences, que sur sa tombe, comme il y avait peu de places disponibles, Alan Kardec nous a remis naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Oui, telle est la loi, effectivement. Et donc, c'est cette vision qu'on a donc de l'évolution. Hein. On part d'une vie, tout s'arrête après la mort et tout, donc des œillères, et puis d'un coup, paf, on voit quelque chose d'infini, quoi. Hein. On voit l'immortalité, on voit cette évolution qu'on suivra tous, hein, à notre rythme, selon notre liberté, en direction de la perfection, en direction de la divinité. Oui. Alors, je continue. Alors, donc, ça vient de Léon Denis. Hein. Vous voyez, le problème de l'être et de la destinée, c'est le livre dont on parlait tout à l'heure. Et donc, Léon Denis nous dit, c'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité. Sans elle, il ne serait qu'une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. Donc, on disait tout à l'heure que c'est sans la liberté qu'on serait une machine. Hein. Et là, ils disent que c'est sans la responsabilité qu'on serait une machine. Donc, ça revient un peu au même, puisque liberté et responsabilité sont corrélatives. D'accord? Si on était irresponsable, ben on est un peu... La justice humaine en tient compte, hein, des personnes qui ont un handicap mental, par exemple, et qui ne sont pas considérées comme responsables de ce qu'elles ont fait. Hein. On voit la justice humaine qui en tient compte déjà. Hein. Mais Léon Denis a fondamentalement raison dans cette affirmation. Hein. La dignité et la moralité de l'homme, c'est la responsabilité qui nous la donne. Hein. Si Jésus il a fait ce qu'il a fait, hein, voilà, c'est parce qu'il l'a fait suivant sa liberté et il l'a fait en pleine conscience de ce qu'il faisait. C'est ça qui fait sa dignité, sa moralité. Voilà. Jésus, c'était pas du tout une machine aveugle, un jouet des forces ambiantes. Hein. Il ne s'est pas laissé baratiner par les pharisiens, par le système de l'époque. D'accord? Alors, aujourd'hui, ça reste encore valable. Hein, il y a beaucoup de il faut ci, il faut ça, les effets de mode, etc., qu'on subit tous. Hein. Donc, où on voit beaucoup de gens qui succombent. Hein. On voit aussi beaucoup de gens qui se rebiffent complètement, hein, qui se révoltent et qui font un blocage systématique par rapport à tout. Et on voit aussi la personne intermédiaire qui se dit, bon, on va utiliser toutes ces ressources à bon escient. Il y avait une main levée, je ne sais plus qui c'était peut-être Stéphane. Oui, je voulais juste, c'est ça. Je voulais juste compléter avec ce que j'avais lu ce matin dans l'Évangile. En fait, quant à la responsabilité, la justice divine aussi, elle peut aussi apporter quelques nuances par rapport au spirit qui a la connaissance du chemin qu'il doit s'efforcer de suivre et des conseils qu'il aurait pu avoir des bons esprits, et par rapport à celui qui n'en aurait pas eu du tout, qui effectivement sera, on va dire, dans une autre position, un peu plus excusable, entre guillemets, sans aucune culpabilisation, hein, de ne pas savoir, puisqu'il ne savait pas. Donc, alors, par rapport au spirit qui a accompli certaines choses négatives, alors qu'il avait la connaissance, il lui sera demandé un peu plus de compte, entre guillemets aussi, toujours. Hein. Oui. Il sera plus responsable et ça pèsera plus lourd sur sa conscience parce qu'il savait. Hein, c'est toujours pareil. Voilà. La notion de moralité est inséparable de celle de liberté. Hein. Est-ce qu'on peut, est-ce que alors c'est une phrase qui est toute courte, hein, vous voyez, une ligne. Est-ce qu'on peut parler de moralité chez une machine, par exemple? Est-ce qu'on peut parler de moralité chez un animal? Hein? Mais on peut parler de moralité chez un être humain qui fait le bien tout en sachant, donc, en utilisant sa liberté de faire le bien.
là, on peut parler de moralité. D'accord ? Daniel ? C'est intéressant cette question que tu soulèves de moralité d'une machine. Je pense à notre époque avec le développement de l'intelligence artificielle. J'ai vu qu'en Allemagne, hier, une IA avait donné une messe. Et je trouve que c'est un sujet qui s'ouvre à nous dans notre époque particulièrement intéressant. C'est vrai, j'avais pas entendu parler de ça, mais effectivement, je comprends tout à fait bien que l'IA puisse donner une messe. Hein, parce que la messe, c'est quelque chose de rituel, d'un peu répétitif, et puis donc pour l'intelligence artificielle, c'est du pain béni, ça. Hein. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de moralité pour l'intelligence artificielle ? C'est vrai que là, la question commence à devenir un peu plus compliquée. Hein. Moi, je dirais non, hein, parce que l'intelligence artificielle, elle va chercher dans le big data des informations et puis elle va les répéter, d'accord ? Donc, est-ce que l'intelligence artificielle pourra, par exemple, bénéficier de l'intuition ou de l'inspiration ? Et je pense que là, on touche aux limites de l'intelligence artificielle. Hein. Il y a une revue Spirit, on a écrit un article sur le transhumanisme, hein, c'est ça, c'est-à-dire en gros, les machines vont finir par remplacer les hommes. Hein, et donc, du coup, ça remettrait un peu en question tout ce qu'on voit là. En fait, la conclusion à laquelle on arrive dans l'article, c'est de dire il y a certaines qualités de l'esprit humain que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à remplacer. Dont l'inspiration, dont l'intuition, dont… pour compléter un peu ce que tu dis, la moralité de ChatGPT, pour ne pas le citer, elle est à la hauteur des programmeurs qui l'ont façonné. Alors, je dirais peut-être un peu plus loin, c'est à la hauteur des programmeurs qui l'ont façonné et à hauteur des données dont ils disposent. Oui, mais les données programmeurs, en fait, ils utilisent ChatGPT à aller chercher les données pertinentes là où il faut. Il y a un modérateur, il y a des systèmes de modération qui permettent de corriger ces flux d'informations. Ouais. Et par exemple, j'ai posé des questions de spiritisme à ChatGPT. Et à chaque fois, il me renvoie à une croyance. Il me dit, oui, c'est votre croyance. Voilà, je suis une IA, je n'ai pas de croyance. Et c'est votre croyance. À chaque, pratiquement. Hein. Ouais. Donc, ça reflète bien ce qu'on est en train de faire. C'est une forme de croyance. ChatGPT, il n'a pas encore compris la foi raisonnée. Hein. J'y crois parce que j'ai compris. Tu vois, ça, ChatGPT ne l'a pas encore compris. Donc, tu fais bien de le citer parce qu'effectivement, ça montre une limite. Hein. Ouais, après, il y a d'autres facteurs aussi. Je suis en train de bouquiner un livre là de Mario Beauregard. Par exemple, la prière. Quand on émet des pensées, hein, ces pensées vont vers et soulagent la personne envers laquelle on les dirige. Est-ce que l'IA sera capable de faire ça ? En toute évidence, non. Hein. Donc, on voit très vite les limites. Hein, c'est sûr que c'est impressionnant. Hein, ça va remplacer certainement beaucoup de tâches répétitives. Ça va révolutionner pas mal comment dire, notre manière de voir les choses, les différents emplois. Moi, je vois mon fils, là, il est un peu dans le web design, enfin, ces trucs graphiques et tout. Mais donc, quand il faut faire un logo ou un site, il demande à ChatGPT qui va leur proposer le logo. Mais ensuite, ils y mettent quand même la touche personnelle. C'est-à-dire qu'il a déjà appris à combiner les deux, hein, à prendre quelque chose qui sort de la pratique qui existe au niveau mondial et que ChatGPT va pouvoir ressortir, et pour ensuite y mettre leur touche personnelle. Donc, on va certainement évoluer vers une combinaison des deux, d'utiliser ces ressources-là, hein, cette intelligence artificielle, mais il y aura toujours encore une touche personnelle en plus. Alors, il y avait 3 mains levées, il y a juste encore celle de Valérie. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'intelligence artificielle a ses limites. Là, il y en a une, c'est qu'en fait, quand on échangera avec une intelligence artificielle, il n'y aura pas d'échange vibratoire. Oui. Voilà.
Il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le ressenti. Et c'est là qu'est la limite aussi, je trouve. Voilà. Est-ce qu'un jour, comment dire, l'IA pourra représenter la conscience, simuler la conscience, hein? Tout ça, ce sont des questions. Dans cet article qu'on a fait là, sur le transhumanisme, la réponse est clairement non, hein. Voilà. Je crois que c'est plus compliqué que ça, hein. Moi, j'ai remarqué que on peut être amoureux d'un objet, par exemple, et on peut être amoureux d'une IA. Il y a des films, hein, qui parlent de ça. Oui, 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 oui. Ah bah oui, je pense que ça peut bluffer dans une mesure. Voilà, ça peut être bluffant, hein, c'est ça. Oui, Mais, oui, c'est pour ça que j'ai levé la main. En fait, juste pour la petite parenthèse, c'est que c'est tellement bien réalisé. Donc, j'ai lu un roman de Dan Brown bon, ça reste un roman, mais il se base, tous ses romans sont basés sur des faits réels, des choses qui existent. Et il y a un des romans où le personnage principal, c'est une IA, justement. Mais on s'y attache. C'est dingue parce que pendant toute l'histoire, on s'attache à cette intelligence qui guide le professeur, je ne sais plus comment, dans des aventures où, grâce à cette machine, il réussit à se sortir de tout un tas de mésaventures et on s'attache à cette machine. Mais à la fin de l'histoire, on comprend quand même que même si il paraît humain, c'est quand même basé sur des données qu'on lui a introduites, des choses effectivement, des pensées humaines, mais qui viennent d'êtres humains. Ce n'est pas la machine qui a créé tout ce système de pensée. Mais on pourrait s'y attacher. Enfin, moi, je me suis fort attaché à cette machine jusqu'à la fin, ou même quand elle se désintègre, parce qu'elle a un programme limité à un jour où la machine va s'autodétruire. J'en étais triste, quoi, alors que c'est une machine. C'est fou. Bah, tu sais, il y a des gens qui sont amoureux de leur voiture, il y a des gens qui sont Oui. amoureux de leur maison, tu vois, ça c'est... hein. Et puis ChatGPT, en fait, c'est bluffant parce que justement, il va chercher, si tu veux, de la base de connaissances mondiale qui existe aujourd'hui sur Internet, des choses qui sont intelligentes et qui ont été réfléchies. Alors, tu vois, j'ai vu il y a récemment une personnalité politique qui a demandé à ChatGPT de faire son discours et qui, en fait, a utilisé le discours de ChatGPT. Alors là, on voit les travers, quoi. C'est-à-dire que la personne, OK, qu'est-ce qu'elle apporte? Donc, il vaut mieux supprimer la personne et remplacer par ChatGPT, tu vois. C'est pas ça qu'on demande à une personnalité ou à un dirigeant ou à quelqu'un qui, justement, duquel on attend une certaine moralité, hein. On sera vite rattrapé par ces genres de logiciels, parce qu'en fait, notre inconscient prend beaucoup de place. On est à 90% inconscient de ce qu'on est vraiment. Oui, bah ça, et puis Donc forcément, à force d'évoluer que cette conscience, elle augmentera. on sera très, très trop rattrapé par les machines. Peut-être pas, peut-être pas. Voilà. Michel? Et oui, Charles, en fait, cette intelligence artificielle n'aura jamais de conscience extra-circuitale électrique. Oui. C'est-à-dire que je trouve que c'est extraordinaire parce que pour tout le monde de la spiritualité, c'est une grande aubaine parce qu'elle montrera les limites du matérialisme et de notre côté, nous allons évoluer vers la spiritualité. Et en fait, elle sera toujours inférieure à nous dans ce sens où, ben, justement, elle n'a pas cette conscience. Et je pense, comment dire, la médiumnité va forcément s'élever chez l'homme et sur la planète, enfin, sur l'homme qui est sur la planète. Cette intelligence artificielle, elle restera matérielle. Et vraiment, les limites entre le matérialisme et la spiritualité elles seront vraiment démontrées à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est bien, enfin, je crois que vous avez bien compris comme la force, le potentiel, hein, qui est énorme, et aussi les limites, hein, de cette machine qui est ChatGPT. Alors, on va avancer un peu parce que le temps avance. La responsabilité est établie par le témoignage de la conscience qui nous apporte ou qui nous approuve ou nous blâme suivant la nature de nos actes.
où est écrite la loi de Dieu? Dans la conscience. On a bonne conscience, on a mauvaise conscience, ou alors il y a des gens qui sont inconscients, qui n'écoutent pas leur conscience, mais bon, ça passera. Hein. Plus on évolue, plus on écoute la conscience, justement parce que c'est un bon guide. Si la liberté humaine est restreinte, elle est du moins en voie de perpétuel développement, car le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité. Autre phrase fondamentale ici, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la liberté, plus on évolue, plus on est libre. Hein. La personne qui est peu évoluée, qui est conditionnée par des besoins, par des de consommation, comment dire, l'acheteur compulsif, il n'est pas libre puisqu'il il se sent obligé d'acheter. Celui qui est vraiment libre, il n'est plus acheteur compulsif, vous voyez. Donc c'est avec l'évolution que notre liberté va augmenter. Et aussi l'évolution à la fois intellectuelle et à la fois morale. Hein. Le libre arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience. Alors, il écrit vraiment de façon magnifique, Léon Denis. Épanouissement de la personnalité et de la conscience. Pour être libre, il faut vouloir l'être et faire effort pour le devenir en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions, en substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts. Donc c'est l'illustration, hein, tant qu'on est gouverné par des sensations et des instincts, ben on se rapproche de l'animalité, et plus on s'émancipe de ces sensations et de ces instincts, plus on arrive à contrôler nos émotions, hein, plus on évolue, et plus on est libre vraiment de faire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc, ça illustre ce fait que la liberté, elle est progressive avec notre évolution. Léon Denis adore ce thème. Hein. Franchement, je vous dis, si vous avez l'occasion, Problème et de l'être et de la destinée, vous le trouverez sur Internet sans problème, hein, l'Encyclopédie Spirit, entre autres. Si vous préférez le bouquin, vous pouvez le trouver chez Pipineau. C'est le meilleur livre de Léon Denis sur ce sujet-là, et il part de Kardec, mais il va, je dirais, dans une compréhension, dans un niveau de détail, dans des illustrations et des exemples qui sont beaucoup, beaucoup plus profonds. Voilà ce qu'on avait à vous dire, ce que j'avais à vous dire. Vous pourrez lire le support. Hein. Donc la semaine prochaine, on verra la fatalité, le principe de l'action et de la réaction. On en a un peu parlé aujourd'hui, pourquoi on est dans telle famille, pourquoi on est riche, pourquoi on est pauvre, etc. Hein. Donc on verra ces aspects-là la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question? Non, c'était bien agréable, hein, comme d'habitude. La liberté, c'est vraiment fondamental parce que bon, c'est la statue de la liberté aux États-Unis, liberté, égalité, fraternité, on la retrouve un peu partout. Hein, mais là, comment dire, il y a un cadre qui montre qu'effectivement la liberté est vraie, mais avec la liberté relative de ne pas empiéter sur celle de son prochain, et on est vraiment libre que la liberté qui se développe au fur et à mesure de notre évolution. Hein, c'est pas cette liberté dont on abuse, hein, on la donne à n'importe qui, et même à un esprit encore peu évolué, si on lui donne une entière liberté, il va faire beaucoup de bêtises, quoi. Donc il vaut mieux même pour lui qu'il n'ait pas toutes ces libertés. Hein, il vaut mieux qu'il soit aussi mis dans un cadre. Alors, au niveau humain terrestre, évidemment, un cadre juridique. Hein, il y a ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Hein, il y a le code de la route, il y a un certain nombre de choses. Hein. Pourquoi? Justement, pour éviter le jour où chacun respectera la liberté de son prochain, on pourra supprimer le code de la route, on pourra simplifier les lois, puisqu'il n'y en aura plus besoin. Hein. Là, on se place déjà dans un monde idéal. Hein. Dans le monde d'esprit plus évolué, il n'y aura plus besoin de toutes ces règles qu'on sent bien aujourd'hui qu'elles sont encore nécessaires. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à dimanche prochain, hein, cet après-midi. Merci, à dimanche prochain. Denis. À vous Merci, tous Pierrot, aussi. oui.
bonne journée. Bon, ben, cet après-midi, Charles. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, portez-vous bien, que Dieu nous accompagne. À bientôt. Merci. Merci aussi aux équipes. Au revoir. de la Salut. Bon dimanche. Au revoir. Bon dimanche. Dimanche tout Au le revoir, monde. merci. Bon dimanche.